Je vous laisse tout de suite la parole afin que vous donniez votre sentiment sur l'article 1er dont notre commission s'est saisie. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, voici une réforme sur laquelle nous avons les uns et les autres beaucoup réfléchi au cours de la précédente législature, parfois même depuis plus longtemps. Madame Piron, notamment dès 2017, a rendu un avis budgétaire sur le sujet, dans lequel elle soulignait déjà le risque d'un essoufflement du rendement de la contribution à l'audiovisuel public. Ce risque s'est depuis réalisé, puisqu'on a vu en 2020 un premier recul du nombre de foyers payant cet impôt. À partir du moment où la suppression de la taxe d'habitation a été décidée pour 2023, la réforme de la contribution à l'audiovisuel public est devenue indispensable puisque son recouvrement a été adossé à celui de la taxe d'habitation. Le maintien de la CAP aurait rendu le rapport entre son rendement et son coût de recouvrement exorbitant. Chacun ici connaît les contours de cet impôt, mais aussi ses défauts. La CAP, qui existe peu ou prou depuis l'origine de la radiodiffusion publique, a au fil du temps perdu de sa pertinence. Elle s'est largement déconnectée des usages avec l'émergence des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, mais aussi des capacités contributives de nos concitoyens. Pour rappel, ce sont aujourd'hui 23 millions de foyers fiscaux qui s'en acquittent, dans des conditions parfois très inéquitables. Aujourd'hui, à revenus égaux, les redevables paieront ou non la CAP, en fonction de leur âge ou de la date de leur entrée dans le dispositif. Certains la paieront sans regarder ou écouter les contenus produits par l'audiovisuel, quand d'autres, au contraire, en sont de grands consommateurs mais ne s'en acquittent pas en raison de l'absence de téléviseurs. On a connu des impôts plus justes. Il y a donc beaucoup de bonnes raisons de vouloir supprimer cette imposition, notamment pour rendre du pouvoir d'achat à ces 23 millions de Français. Néanmoins, j'entends les inquiétudes qui émanent des dirigeants de l'audiovisuel public. On les a entendus toutes et tous ce matin. J'entends leur inquiétude s'agissant de leur indépendance à l'égard du pouvoir politique. Il nous faut dès lors proposer, par ce texte, cet article 1er, un dispositif qui offre un niveau de protection égal ou supérieur à celui qui existe aujourd'hui. C'est à l'aune du dispositif actuel qu'il faut évaluer celui qui nous est soumis. Et sur ce point, je voudrais ici revenir sur certains mythes qui entourent la CAP et le mécanisme budgétaire par lequel elle est affectée à France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Arte, INA et TV5 Monde. Alors on entend qu'une taxe affectée donnerait nécessairement des ressources pérennes et prévisibles. Cela a été vrai pendant longtemps. Et comme on l'a vu, le rendement de la CAP tend à s'éroder assez sérieusement. Ce qui a d'ailleurs conduit le gouvernement, presque systématiquement depuis 2016, à actionner le mécanisme de garantie des ressources, quand le rendement n'est pas aussi bon qu'anticipé. L'actionner, ce mécanisme, c'est compensé par le budget de l'État pour maintenir le niveau de dotation. Oui, chers collègues, depuis de nombreuses années, la dotation des sociétés d'audiovisuel public est déjà budgétisée. Partiellement budgétisée, mais déjà budgétisée, à hauteur de 400 à 700 millions d'euros. Donc il est faux de dire que la taxe affectée offre une ressource garantie à l'audiovisuel public. C'est bien le Parlement qui vote la loi de finances. Oui, c'est nous, c'est le Parlement qui vote la loi de finances et qui décide in fine du montant de la redevance, nous l'avons vu en 2019, et des crédits qui seront attribués aux sociétés d'audiovisuel public. Et tout cela en étant conforme au principe d'annualité budgétaire qui ne permet pas d'engager l'État au-delà de l'année. Ce qui offre de la prévisibilité, et nous l'avons entendu de la part de tous les dirigeants de société, c'est vraiment cette prévisibilité pluriannuelle pour mettre en œuvre leur mission. Eh bien, ce sont aujourd'hui les contrats d'objectifs et de moyens, dits les COM, qui l'offrent. Alors, force est de constater toutefois qu'ils n'ont pas de valeur complètement contraignante, qu'ils n'ont pas toujours été respectés par le passé, sauf depuis 2018. Parce que sur les 10 dernières années, il y a eu un écart cumulé de plus d'1 milliard d'euros sur les COM, mais depuis 2018, les trajectoires négociées avec l'audiovisuel public ont été respectées, même plus, l'État est intervenu aux côtés des sociétés pour leur permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Alors, certes, la parole de l'État a un peu souffert des pratiques précédentes, mais on voit que l'État a réaffirmé son soutien en s'engageant sur une trajectoire pluriannuelle. Par ailleurs, on entend souvent qu'un compte de concours financier empêcherait toute régulation budgétaire. Vous le savez, la régulation infra
annuel a été soulevé par de nombreux dirigeants ce matin. Il a été soulevé aussi par d'autres personnes. Mais aujourd'hui, ce qu'il existe, c'est le compte de concours financier que nous votons. Eh bien, ça n'empêche pas du tout qu'il y ait une régulation infra-annuelle. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait durant les dernières années que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous pourrions très bien, et sans vouloir entrer dans les détails de l'ingénierie budgétaire, eh bien, nous pourrions voir Bercy faire de la régulation, notamment sur les 15% de la dotation qui vient du budget général de l'État et qui compense, comme je vous le disais, les exonérations et les dégrèvements de cap. Bon, la pratique ne s'est pas imposée, mais ça ne veut pas dire que c'est garanti comme ça dans le texte actuel. Je vous répète, je veux vraiment qu'on fasse la comparaison entre ce qu'il existe aujourd'hui comme garantie et ce que le dispositif de l'article 1er confère aussi. Alors, la suppression de la CAP, elle a du sens parce que c'est un impôt injuste et daté. Oui. La budgétisation, c'est aussi la voie, sans doute, la plus rationnelle pour les finances publiques, car cela permet de réallouer les moyens humains affectés, 2000 personnes, au recouvrement et au contrôle de la CAP, à d'autres missions. C'est aussi un facteur d'économie sur d'autres missions. Maintenir la CAP en l'état n'aurait pas été possible avec la suppression de la taxe d'habitation. Le coût de la gestion aurait été sans rapport avec son rendement. La budgétisation, c'est aussi, et ça, je pense que nous devons l'avoir à l'esprit, c'est aussi peut-être la voie la plus directe. Quand on considère que l'audiovisuel public est un bien commun, et je sais que nombre d'entre nous le considèrent comme tel, si c'est un bien commun, il faut que chacun d'entre nous puisse le soutenir selon ses moyens. Donc on pourrait même déceler dans la budgétisation une consécration à être intégrée comme ça dans le budget, comme le sont la justice, l'éducation. L'audiovisuel public, parce qu'il répond à des missions essentielles, doit être pleinement considéré. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas prévoir ici toutes les garanties nécessaires au respect de l'indépendance des sociétés d'audiovisuel public, dont la garantie des ressources est l'une des composantes, je vous le rappelle, l'une des composantes d'après le Conseil constitutionnel. Alors le texte, justement, prévoit une protection importante, celle du versement unique en début d'année, qui rend très difficile, comme dans les conditions actuelles, toute régulation budgétaire en cours d'année. Cette disposition offre donc, à mon sens, une garantie d'effet équivalent à celle prévue par le compte de concours financier. Par le compte de concours financier que nous votions chaque année, il y avait un système d'avance donné par l'État aux sociétés d'audiovisuel public, une avance sur ce qu'il allait récolter au titre de la CAP. Et donc là, dès les premiers jours de l'année d'exercice, dès les premiers jours de gestion, l'intégralité de ce qui aura été voté en loi de finances sera versée aux sociétés d'audiovisuel public. Autre garantie. Eh bien, en termes de lisibilité, ça va être très important pour nous, on conserve la mission, c'est-à-dire qu'on transforme cette mission de concours financier en mission budgétaire dont les 6 programmes sont l'exacte répercussion, l'exacte traduction de ces programmes du compte de concours financier. Donc nous pourrons d'ailleurs très facilement regarder les évolutions d'une année à l'autre sans se perdre dans où aller chercher les petits. Vous conviendrez que ce sera plus simple. Aucun risque de transfert financier vers d'autres missions ministérielles. De ce point de vue, c'est très important. Nous sommes à l'identique. Le Parlement disposera d'autant d'informations comme ça pour regarder la répartition des crédits par programme. Et je le souligne, ça veut dire que ces programmes, ils feront l'objet de projets et de rapports annuels de performance. Je dois mentionner également que nous avons la garantie que les effets fiscaux de cette transformation de redevance, de CAP à mission budgétaire seront compensés. Nous avons des effets sur la TVA, sur les taxes sur les salaires, et ils sont en train d'être auditionnés, et la direction du budget nous l'a attesté lors de son audition. Ils sont en train d'avoir un dialogue contradictoire entre la direction du budget et les sociétés d'audiovisuel public pour évaluer quelles vont être concrètement les répercussions de cette transformation. Et l'idée, c'est de les compenser pour qu'il n'y ait pas de perte pour les sociétés d'audiovisuel public. Pour le reste, les COM, c'est-à-dire les contrats d'objectifs et moyens, ils demeurent. Ils sont d'ailleurs renforcés par la traduction des trajectoires financières des organismes de l'audiovisuel public au sein
de la loi de programmation des finances publiques. Ça, c'est une loi qu'on va avoir à discuter à l'automne et qui va, pour toutes les missions budgétaires, encadrer leur progression, leur évolution sur plusieurs années. C'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train, ce sur quoi nous discutons, ce n'est pas de l'évolution de la trajectoire budgétaire, mais c'est vraiment de la transformation de ce système de cap en budgétisation. Mais nous avons un rendez-vous qui est précieux, qui est celui de la loi de programmation des finances publiques. Donc le dispositif de l'article 1er me paraît à court terme suffisamment protecteur. Mais je souhaiterais qu'à moyen terme, nous puissions avoir un débat sur les missions et les objectifs du service public audiovisuel, mais aussi sur l'organisation qui doit être la sienne pour répondre au mieux à ces missions, et dans le respect de la participation de chaque Français, selon ses moyens, à cet investissement crucial, nous l'avons souligné à plusieurs reprises et sur tous les bancs, pour l'information, la création, la culture et notre cohésion sociale au sein de la France, et aussi notre place en Europe et à l'international. Alors, faut-il une entreprise unique, une société mère qui pourrait financer certains projets ? Peut-on imaginer de pouvoir définir aussi des lignes budgétaires, c'est-à-dire des nouvelles missions qui pourraient être concentrées sur des missions prioritaires ? Est-ce que c'est la mise en place de groupements d'intérêts économique qui est une piste actuellement à l'œuvre chez France Télévisions et Radio France, ça, il faudrait que l'on puisse le déterminer. Mais résolument, il faut un pilote dans l'avion. Quand il n'y a pas de pilote dans l'avion pour l'ensemble des sociétés d'audiovisuel public, la recherche de synergie est plus difficile. Parce que forcément, les arbitrages, vous les voyez plutôt par rapport à votre société que par rapport à l'ensemble de l'audiovisuel public. Alors, ce débat, on ne va pas l'entamer là, mais moi, ce que j'aimerais, et comme je le proposais ce matin, c'est qu'on puisse envisager de le faire dans le cadre d'un prolongement des COM qui nous permettrait d'avoir le temps de poser le cadre d'une loi d'orientation et de programmation propre à l'audiovisuel public et qui pourrait justement faire le lien entre les missions que nous assignons et les ressources que nous souhaitons lui allouer, mais aussi orienter les investissements vers les missions prioritaires et également harmoniser les différents temps budgétaires, mais aussi d'organisation, les mandats des présidents et présidentes de l'audiovisuel public, comme aussi les COM, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pourquoi pas, à l'occasion de cette réflexion commune, ne pas envisager une réforme de la LOLF pour détailler très concrètement dans la loi organique les éléments qui forment la garantie des ressources que le Conseil constitutionnel considère à juste titre comme essentiels. Pour aujourd'hui, le texte qui nous est soumis tire les conséquences d'une demande forte des Français en matière de pouvoir d'achat. Il y avait urgence à agir, à supprimer, puisque c'est une forme de modernisation de la CAP. Nous avons aujourd'hui l'équivalent des garanties qu'il existe aujourd'hui dans les textes. Donc nous pouvons adopter cet article 1er du PLFR et prenons le temps, dès après, d'une réflexion pour décider ensemble de l'avenir de l'audiovisuel public. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour votre avis et l'exposé que vous en avez fait. Maintenant, nous allons passer